Ok, donc si Joanna met dans le go, moi, je peux bien démarrer. Joanna, donne-moi le case et tout, c'est bon. Oui, Ok. Donc, bah voilà, encore une fois, bienvenue. Alors aujourd'hui, on est au début un cours de formation fait sous 4 étapes pour vous aider à comprendre les mécanismes et le contenu et éventuellement l'utilisation du Greenindex 3.0 en espérant qu'à la fin de cette formation, bah, vous serez un peu nos ambassadeurs et vos propres ambassadeurs pour aider la transformation, la transition environnementale et juste. Alors, on a organisé cela, comme vous savez, quand vous êtes enregistré en 4 étapes. Donc, le Greenindex 3.0, on va revoir, était organisé en 4 standards. Donc, dans chaque session, on forme sur un standard précis, comme ça qu'on peut se prendre le temps doucement de comprendre les détails et de comprendre un peu les mécanismes et les bonnes pratiques qu'il y a derrière à chacun de ces standards. Alors, avant de démarrer, je recommande, reconfirme, est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Est-ce que vous m'entendez bien? Donne-moi un signe comme ça, par exemple. Ouais, super. OK, donc encore une fois, avant de démarrer, petite question, on peut le mettre dans la chat si vous voulez, vous nous avez déjà répondu, mais on a demandé un peu à tout le monde. Est-ce que vous êtes connaisseur du Green 3.0? Vous le connaissez ou c'est la première fois que vous le rencontrez sur votre écran? Vous pouvez nous dire dans la chat, euh, ça m'aide de m'adapter au niveau de formation. Donc, en même temps, je vous laisse répondre à ces petites questions. Donc, votre niveau de connaissance du 3.0, est-ce que vous l'avez déjà, voilà, première fois, Christian nous dit, c'est quelqu'un, voilà, c'est la découverte pour moi, Julien, OK? Donc, je vous laisse répondre à ça, comme ça, on tâte un peu le pouce du niveau des participants. Allez-y, soyez pas timide. Je vois d'autres gens dans la formation qui ne sont pas encore dit. Voilà, déjà vous, mais en sommaire, OK? Première fois, OK. Donc, alors, comme on disait, ici, c'est un peu le cadre des 4 sessions que vous voyez ici. Alors, vous pouvez clairement vous inscrire individuellement à chacun d'eux. Vous voyez, on a des formations qui sont en anglais, en espagnol et en français. Euh, euh, donc, sur les prochaines semaines. Clairement, si vous engagez, si vous participez à toutes les formations, bah, à la fin de cette formation, vous aurez un petit certificat qui ne va pas dire que vous connaissez le Green Index 3.0, mais que vous avez participé à les formations. Donc, si vous considérez que c'est intéressant de vous former complètement, éventuellement avoir ce petit certificat, bah, s'il vous plaît, de vous enregistrer à les autres formations si vous ne l'avez pas encore fait. Alors, qu'est-ce que sont les objectifs qu'on se pose sur le d'aujourd'hui? Bah, d'abord, c'est d'avoir une première compréhension du standard qu'on appelle GI0, qui a à voir avec la stratégie environnementale du Green 3.0 et aussi des les meilleures pratiques voilà, qui sont y inclus dans cet standard-là. Et aussi bah, développer un peu la base hein, pour évaluer le statut d'une institution qui participe aujourd'hui à la formation ou pour être capable, vous, de pouvoir avoir un premier avis de certaines entités avec qui vous travaillez pour y comprendre le statut, ça veut dire du point de vue de la solidité de leur stratégie verte et de leur mise en place et éventuellement être capable un peu de cibler et identifier les premières lacunes qui pourrait avoir certaines de vos institutions, si vous êtes une institution financière de votre propre institution, si vous n'êtes pas une institution financière, bah, de vos propres partenaires. Alors peut-être c'est ça aussi, si vous pouvez nous mettre dans la chat peut-être si parmi nous il y a quelques institutions financières, donc financial service provider, donc fournisseurs de services financiers, ou c'est quoi le statut de votre institution? Vous êtes des investisseurs, des ONG, donc pour avoir plus clair un peu aussi se cibler l'angle dans lequel on va vous présenter les choses. Donc merci de nous faire savoir quel type d'institution. Alors, maintenant, l'agenda, on va faire une petite introduction, vu que c'est la première fois pour pas mal de monde sur la finance verte de le Green 3.0. Ça va être relativement courte, mais on espère de mettre un peu les bases, comme ça que tout le monde parte sur le même niveau.
Et après, on va se focaliser justement sur la stratégie environnementale et un peu les bonnes pratiques, comme on les a collectées dans la dernière année avec certains exemples du secteur. Et après, à la fin de cette formation, donc en un petit heure et demie pour rester ensemble, on va vous partager un lien, c'est un lien spécifique qui vous pouvez utiliser vous pour vous former, mais aussi pour collecter les informations de votre propre institution ou de votre institution partenaire, seulement sous le premier standard, le standard 0, sur la stratégie environnementale. Voilà, on démarre. Alors, donc, la finance inclusive verte et le Green 3.0. Donc, qu'est-ce que c'est? Comment c'est? Donc, d'abord, bon, pour vous rappeler, cette formation vous est offerte gratuitement et soigneusement pour le Green Inclusive and Climate Smart Finance Action Group, qui est un groupe d'action qui est géré et incubé depuis pas mal des années pour la plateforme européenne de la microfinance. En fait, si je ne me trompe pas, c'est le groupe d'action qui a une durée plus longue dans l'histoire de la plateforme. Johanna peut me corriger si ce n'est pas le cas. A été lancé en 2013, donc on est en 2024, donc on a 11 ans de vie. Aujourd'hui, il compte plus que 150 membres affiliés de plus ou moins 75 institutions. Donc, ça veut dire qu'un peu, qu'est-ce qu'on essaie de faire? C'est qu'on essaie d'un peu coordonner le secteur et surtout pour améliorer la connaissance et l'action, développer des outils dédiés, comme c'est aussi le Green Desk 3.0. Ça, c'était un peu notre mission depuis l'origine. Depuis il y a 10 ans, on s'est dit, si on doit évaluer la performance environnementale d'une institution de microfinance ou d'une institution qui fait de la finance inclusive, comment on fait? Et donc, on s'est coordonné en action avec nos membres qui sont évolués depuis le temps pour définir des outils et éventuellement, après, pour organiser des activités pour partager les connaissances et aussi pour partager les bonnes pratiques et pour s'assurer un dialogue en continu à l'intérieur de le secteur. L'idée de base, c'est de renforcer l'intérêt et l'engagement concret, publier et diffuser des conclusions de ce qu'on fait, voilà, et aussi accroître l'attention internationale sur la finance inclusive comme un moyen d'assurer une transition juste et participer à la transition environnementale en général. La coopération, c'est clé pour nous. Et donc, c'est pour ça qu'on est tous ensemble. Donc, maintenant, la finance verte inclusive, donc les concepts que je vous partage, et aussi le Green 3.0, c'est important à se dire qu'ils ne sont pas des concepts qui sont nés simplement de l'expertise de certains experts ou au sein de la plateforme européenne de la microfinance, mais c'est un peu qu'est-ce qu'on était capable d'accoucher de la dernière 10 ans d'opération en discutant, en coopérant et en observant les bonnes pratiques de nos membres et aussi les bonnes pratiques, surtout de qui, dans le terrain, institutions microfinance, ONG, coopératives, etc., ont déjà mis en place certaines de ces bonnes pratiques. Alors, pour résumer, qu'est-ce que c'est la microfinance ou la finance verte inclusive? Donc, on a 3 concepts clés que vous allez voir qui sont quand même inclus dans l'évaluation de l'institution financière. Tout d'abord, il y a un volet vulnérabilité que je pense est clé. Ça veut dire les institutions de microfinance ou des finances inclusives, ils sont à voir avec une population vulnérable de beaucoup de points de vue, économique, social, environnemental. Et donc, la finance verte inclusive, sous ces dimensions-là, elle regarde comme les clients et les institutions sont affectés par l'environnement. Être affecté par l'environnement, ça veut dire pas mal de choses. Ça veut dire pour le climat, est-ce qu'ils sont exposés à des risques comme de la sécheresse, des inondations, etc. Mais aussi pour d'autres événements, par exemple l'accès à l'eau, par exemple la mobilité, par exemple l'accès à l'énergie ou d'autres choses, par exemple des faits de santé, comme ils sont affectés pour des utilisations pas propres, par exemple des différents entrants chimiques, ou par exemple le fait de cuire des légumes avec des feux de bois à l'intérieur des cabanes qui les exposent à de l'affectation pulmonaire ou de la santé. Donc, toute cette partie-là, c'est la partie vulnérabilité, qui c'est clé, surtout sur le cible de la population avec laquelle on travaille. Et après, il y a la partie impact négatif. Vous voyez là à droite, c'est la chose qui normalement on discute davantage, mais je pense que c'était important, mais il faut le mettre en contexte sur la réduction des vulnérabilités. Donc, ça veut dire comment les clients, les institutions affectent l'environnement. Donc là, ça veut dire est-ce que les pratiques que les institutions ils ont voilà, impacte négativement l'environnement du point de vue d'utilisation non soutenable
des essences, des papiers, de l'eau, etc., mais aussi les pratiques et principalement des clients qu'ils ont vis-à-vis de l'environnement. Donc, type d'énergie utilisée, utilisation des ressources naturelles comme le bois, les forêts et tout ça, euh, et l'utilisation de tout ce qui sont produits chimiques, etc. Et troisième, que c'est quand même très important, c'est un volet aussi opportunité. Donc les premiers deux, c'est un peu des volets, si vous voulez, risque. Le deuxième, le dernier en bas, c'est opportunité économique ou nécessité. Donc on regarde comme en transition vers, comment fournir des produits, disons, ou des technologies plus adaptées ou qui respectent davantage les écosystèmes et réduit la vulnérabilité, peut satisfaire des besoins des clients dès les entités financières et aussi, disons, contribuer à accroître les revenus ou accroître la stabilité des revenus. Et donc, comme la transition verte peut être aussi une opportunité économique. Donc, ça, c'est un peu le concept clé de la finance verte inclusive. Donc, ces trois concepts-là, on va les retrouver aussi dans l'assessment de la finance verte inclusive. Et en balance entre trois-là, c'est ce qui nous permet de comprendre un peu la solidité du modèle d'une institution financière et aussi le cible stratégique d'une institution financière qui se plonge dans le secteur de la finance inclusive. Il y a aussi deux concepts importants, c'est des concepts indirects et directs. Ça, je pense, c'est très important. Alors, indirect est tout ce qui a à voir par rapport à ce que l'institution finance. Donc, ce n'est pas qu'est-ce qu'ils font ses employés, ni qu'est-ce qu'ils font au siège, aux agences. Donc, mais c'est exactement ce qu'ils font les clients. Il faut savoir que la très grande partie de la vulnérabilité, des opportunités et des impacts sur l'environnement, donc les trois concepts qu'on vient de décrire, ils sont soutenus pour les clients. Donc, c'est les clients qui polluent l'environnement et donc, en finançant les clients, l'institution financière participe à cela. C'est les clients qui sont éventuellement vulnérables au changement climatique et donc, en fonction de cela, l'institution est vulnérable. C'est les clients qui peuvent générer des opportunités pour eux-mêmes et donc indirectement pour l'institution. Donc, ça, c'est un concept clé. Donc, en direct, tout ce qu'il y a à voir par rapport aux clients. Et direct, clairement, on ne peut pas prétendre de bien faire avec les clients si on ne fait pas bien nous-mêmes. C'est toutes les activités qui sont à voir directement des branches du quartier général et de ses employés, des entités financières directement. Hein, utilisation des papiers, moyens de locomotion, où les sièges les agents sont distribués et leur éventuelle affectation à un coût élevé d'électricité ou, par exemple, à l'accès à l'électricité ou, par exemple, à une exposition à des inondations ou des sécheresses, etc. Donc ça, c'est les concepts, disons, clés, directs et indirects. Le Green Index 3.0, bah, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un outil pour mesurer, planifier, améliorer. Donc, c'est un indicateur qui s'est développé à partir de 2014 pour le groupe de la finance verte, inclusive et climatiquement intelligent au sein de la plateforme européenne de la microfinance et qui a comme objectif d'aider, d'évaluer la performance environnementale des entités financières qui font des prêts à des micro-petites entreprises ou des familles pauvres ou des petits agriculteurs. Donc, c'est un ensemble des indicateurs qui composent le Green 3.0. On va les exploiter et observer en détail au cours de différentes formations. Mais ce qui est important à expliquer directement, c'est que c'est un outil qui est utilisé à niveau de l'institution, n'est pas directement à niveau de ses clients. Donc, on comprend, on regarde qu'est-ce qu'il fait l'institution et indirectement, on regarde qu'est-ce qu'ils font ses clients, mais ce n'est pas un outil que l'institution va utiliser pour interroger ses propres clients. Hein. C'est un outil qui est utilisé pour analyse interne de l'institution ou pour analyse que peut faire un investisseur d'impact pour ses partenaires. Alors, au-delà de faire une évaluation, comme c'est clair, hein, ça permet de constituer comme un outil pour faire une évaluation environnementale d'une entité qui fait de la finance inclusive. C'est aussi un outil davantage de sensibilisation. Ça veut dire bah, on parcourt les bonnes pratiques, on parcourt les choses qu'on pourrait faire et on se sensibilise sur la problématique, voilà, et aussi sur les possibles solutions qui pourraient exister. En fait, ceci, un outil qui sert ainsi pour former. Sert pour former sur qu'est-ce que ce sont les bonnes pratiques en finance verte inclusive, voilà, et définir et fixer des priorités
pour certaines des entités financières qui pourraient dire, bah ouais, super, je découvre ces pratiques-là, c'est quand même quelque chose que ça m'intéresse, c'est bien aligné avec ma stratégie et je pourrais quand même la faire et ça me permettrait d'y avancer dans ma performance environnementale. Ceci est un outil qui aiderait la planification de qu'est-ce qu'on va faire pour première et après pour atteindre certains objectifs stratégiques, mais aussi suivi le progrès. Donc, ce n'est pas suffisant d'y faire un Green Index une fois, y comprendre où on se trouve. Bah, l'idée, c'est qu'une fois qu'on l'a fait une fois, on a compris qu'est-ce que ça veut dire la finance verte inclusive, qu'est-ce que ça veut dire avoir, par exemple, dans ce premier cours, une bonne stratégie. On comprend les écarts, on planifie les activités et pour la suite, on va essayer de monitorer l'évolution de la performance sous différents aspects qu'on a définis comme importants. Voilà, donc peut-être certains de vous, ils ont la connaissance que l'SPTF, donc la Social Performance Task Force, a mis à jour ses standards universels aujourd'hui de performance sociale et environnementale en 2021. Et peut-être certains de vous, ils connaissent qu'à partir de cette date-là, il y a une dimension additionnelle appelée la dimension 7, donc la performance environnementale. Donc, si quelqu'un s'est posé la question, qu'est-ce qu'il va voir le Green Index 3.0 par rapport à cette nouvelle dimension? Alors, je voudrais rassurer tout le monde. C'est clairement un problème qu'on s'est posé depuis 2020, en réalité depuis 2014, mais disons structurellement en 2020. Et donc, en 2020, on a lancé un laboratoire commun où l'SPTF Series et la plateforme européenne de la microfinance et le groupe d'action de la finance verte, inclusive et climatiquement intelligent. Et ils ont travaillé ensemble pendant pas mal de temps, je pense qu'on a travaillé 1 an et demi, 2 ans, pour co-développer la dimension 7. Donc, ça veut dire la dimension 7 aujourd'hui, que vous retrouvez à l'intérieur des standards universels de performance environnementale et sociale, est parfaitement alignée avec ce qu'on vous propose comme Green Index 3.0. La différence principale est simplement, c'est que la dimension 7 y inclut dans une évaluation plus globale du point de vue des performances sociales et environnementales. Et le Green 3.0, en fait, il se cible seulement sur la partie verte et va davantage dans le détail. Donc, un outil plus détaillé, voilà, qui se focalise seulement sur une dimension, qui est davantage à planifier certaines activités. Mais les deux sont alignés. Ça veut dire que si vous faites un Green 3.0, vous avez déjà rempli en dimension 7. Si vous avez fait en dimension 7, à l'intérieur d'une évaluation environnementale et sociale, vous avez un premier vue de qu'est-ce que serait l'évaluation environnementale à niveau un peu plus macro de la performance environnementale que vous aurez fait ou que vous voulez faire plus en détail avec un Green 3.0. Ben voilà, ça c'est comme s'organiser. Le Green 3.0 a 4 standards. Donc aujourd'hui, on va voir le premier, la stratégie environnementale. Il y en a un autre qui est l'identification des risques opportunités environnementaux. Un autre qui est le JA2, qui c'est la gestion de ces risques opportunités. Et troisième, sur les produits et services. Comme on a dit, il y a eu un parcours pour le développement du Green Index. Donc il a commencé en 2014 avec une première version, en 2016 une deuxième version qui a fait un peu a construit un peu sur le résultat des premières implémentations faites. Et en 2021, la version 3, qui, je suis content de féliciter, qui, dans l'appel, a contribué, qui a eu quand même toute une élaboration plutôt longue, en incluant une consultation avec plus que 250 partenaires. Et voilà, donc c'est un peu la vision commune qu'on a sur la finance verte inclusive. Alors, si on veut le regarder un peu plus en détail, ça, c'est l'ingrédient de 3.0. Donc, il est organisé sous 4 standards. Vous voyez, le premier part de la stratégie et est défini aussi sur chaque standard sur 2 pratiques essentielles. Donc, voilà. Aujourd'hui, on va se focaliser sur le premier. Si vous participez avec nous sur le reste de la formation, vous allez découvrir les autres standards, les autres pratiques essentielles. Et quand on regarde le premier, bah, on regarde que la stratégie environnementale bah, est définie en deux, c'est en définition et en mise en place. Donc, on va voir ça en détail, mais la partie plus importante à y comprendre, c'est qu'à l'intérieur de la définition de la stratégie, c'est important d'y comprendre les objectifs détaillés de l'institution. Hein, pourquoi, qu'est-ce que sont les objectifs stratégiques, qu'est-ce que c'est la mission, est-ce qu'il y a une stratégie documentée qui définit les responsabilités de chacun, etc. Et aussi l'alignement de ces stratégies sur les normes légales locales, sur les normes et les standards et les initiatives locales et internationales. Et dans la partie 2, donc dans la JI02, on regarde la partie de mise en place de ces stratégies. Donc, on regarde bah, qui est responsable de quoi, qu'est-ce que sont les processus pour s'assurer que la stratégie est implémentée,
Est-ce qu'il y a une gestion de responsabilité, une gouvernance qui assure cette implémentation? Et après, toute la partie de contrôle. Donc, le contrôle, pour dire, une fois que la stratégie a été mise en place, bah, comment on s'assure de le fait qu'il y a un monitoring de le progrès sur les trois dimensions que j'expliquais avant. Donc, progrès économique vert des clients et de l'institution, réduction ou gestion, amélioration du niveau de vulnérabilité des clients et de l'institution, et la même chose, monitoring et progrès de l'évolution des impacts négatifs sur l'environnement qu'ils ont les clients et éventuellement l'institution. Donc, je ne vais pas aller dans le détail sur les autres, hein, je vous les laisse lire, comme ça on se focalise sur la première dimension, tout en sachant que les autres, pardon, sur le premier standard, tout en sachant que les autres standards, ils ont à voir avec l'identification des risques opportunités. Le premier pratique essentielle, c'est des clients. Le deuxième, c'est de l'institution. Le standard 2, c'est la gestion des risques opportunités qu'on a identifiés dans le standard JA1. Et les premières pratiques essentielles, c'est la gestion des risques opportunités des clients. Et la deuxième, c'est la gestion des risques opportunités de l'institution. Et le troisième, c'est tout ce que les gens attendent souvent, c'est les produits et services verts qui sont définis sous deux standards et divisés sous des produits et services financiers et des produits et services non financiers. Si vous voulez savoir davantage sur les autres standards, bah, restez avec nous dans les prochaines formations. Donc, avant d'aller maintenant de se plonger sur la stratégie environnementale, peut-être que j'aimerais bien faire une petite pause et savoir si quelqu'un a envie de partager des questions ou des doutes ou des expériences au sein de la finance verte inclusive de vos institutions ou vos partenaires. Vous pouvez lever la main, vous pouvez aussi ouvrir la caméra et vous pouvez aussi ouvrir le microphone si vous voulez bien. Ou simplement écrire dans le chat. Je vois que quelqu'un s'amuse à faire des dessins, vous pouvez aussi faire un dessin, un feuille, un petit oiseau ou un abeille peut aider dans la transition. Le support sera-t-il partagé? Les supports sont partagés à vous en format PDF à la suite, aussi comme la registration de vidéo qu'on vient de faire. D'autres questions? Doutes? Partage? OK, donc suivant. Maintenant, question pour vous avant d'avancer. D'abord, j'apprécierais s'il n'y a pas trop de gens timides dans la pièce, que vous pouvez bien ouvrir vos caméras. Je vois quelqu'un qui se sent confiant et ouvre la caméra. C'est là si c'est permis justement pour vos connexions. Euh, si on parle de stratégie environnementale, bah, avant d'introduire les détails, moi j'aimerais bien s'il y a quelqu'un dans la pièce qui a de l'expérience pour sa propre institution ou pour certains des partenaires avec qui vous travaillez, où vous dites, bah voilà, écoutez, je vois une certaine stratégie environnementale qui me paraît qui tient la route et les bonnes pratiques que j'ai observées sont celles-là et les points d'attention qu'il faudrait faire sont ceux-là. Donc, est-ce que quelqu'un a de l'expérience qu'il aimerait bien partager avec les participants vis-à-vis de leur propre stratégie environnementale ou de la stratégie environnementale qui a été observée dans certains de vos partenaires? Je vous laisse réagir. Je vois qu'il y a de la pièce certains qui ont certaines expériences, mais peut-être sont un peu timides, mais ils pourraient quand même partager ces avis. Allez-y. Qui veut se lancer? Alors, si personne se lance, j'assume que personne n'a jamais vu une stratégie environnementale, chose que je pense que ce n'est pas vrai. Donc, j'ai entendu un petit voix. Allez-y. Qui a levé la main? Qui a ouvert le micro? J'ai entendu quelqu'un qui voulait Allô? s'exprimer. Oui, on t'entend? Ouais. Tu m'entends? Allô, Oui. Charles? Oui. OK, oui, par rapport à la stratégie environnementale, hein, c'est en fait la question Attends, attends, environnementale. attends, attends, Charlotte. Nomme Oui. d'où tu viens, qui tu es, et après tu te Ah, lances. d'accord. Charlot, je suis de Madagascar et je suis enseignant à l'Université de l'Afrique centrale sur la performance sociale et environnementale des IMF et sur la transition écologique et sociale. Donc, j'appuie quelques institutions de microfinance en Afrique sur l'aspect performance sociale et environnementale. Parfait. Vas-y. Alors, par rapport à l'aspect environnemental, la plus difficile sur les quatre dimensions, c'est cette stratégie environnementale parce que c'est trop théorique et les praticiens aimeraient directement aller directement vers les produits, vers services verts. Et, et la difficulté, c'est de les guider
que c'est important de mettre en place la stratégie d'abord, et puis à la fin, ce n'est qu'à la fin que les produits et services verts qui sont plus intéressants parce que c'est cohérent par rapport à une vision d'ensemble. Ça, c'est mon expérience, donc si on peut partager vos expériences également là-dessus. Le deuxième point, c'est la responsabilité environnementale. Pour le moment, certains praticiens en Afrique disent que, bon, eux, ils font de la... c'est plus les Occidentaux qui polluent. Et pourquoi on dit aux praticiens prestataires de services financiers d'avoir un réflexe environnemental, leur empreinte environnementale est beaucoup moindre par rapport aux autres pays développés. Donc voilà aussi, c'est un écueil qu'il faut dépasser pour pouvoir vraiment convaincre les praticiens en PSF sur le plan environnemental. Voilà. Merci Charlotte pour ce partage. Je pense que c'est un point important tout en sachant qu'il y a, d'abord, il y a la COP en cours, hein, donc on parle exactement de ce point-là qui a pollué et qui doit s'occuper voilà, de réduire cette pollution, notamment sur le climat, mais plus en général. Je laisse réagir, je vois des mains levées, Dodivine et Nausicaa. Si vous voulez bien réagir, vous vous présentez, qui vous êtes, quelle institution, et si vous voulez partager, répondre directement à Charlotte ou partager d'autres expériences, c'est bienvenu. Allez-y. Oui, bonjour, moi c'est Nausicaa de ADA. Avec ADA, on a fait plusieurs projets d'assistance technique avec des institutions de microfinance et on les appuie à développer de la stratégie verte et ensuite le produit vert. Donc, on a aussi un document qui date maintenant du 2018 avec toutes les leçons apprises. Je ne me suis pas occupée personnellement du projet, mais je peux dire qu'en fait, la stratégie, c'est très bien, mais ça ne veut pas dire juste avoir un papier où on décrit la stratégie. C'est ce qu'on a vu, c'est que on est allé visiter des institutions qui ont développé des produits verts et après 3 4 ans, le produit vert représente le 0,8% de leur portefeuille, malgré il y avait une stratégie derrière. Donc, il faut un peu déjà voir vraiment quelle est la volonté de l'institution de se lancer là-dedans et s'il a déjà en tête, enfin, il va assigner un budget pour les activités, une personne qui est responsable pour les activités, et aussi partir du principe que développer des produits verts va être plus coûteux que d'autres produits classiques. Et du coup, est-ce qu'elle est assez forte financièrement, l'institution, pour pouvoir supporter tout ça? Et faire tout un suivi qui va surtout après pour s'assurer que le produit est vraiment intégré dans le portefeuille. Ça, c'était un petit peu notre expérience au niveau ADA. Merci beaucoup, Nausicaa. Est-ce que vous avez ces manuels ou ces documents de leçons apprises? Est-ce que c'est publiquement Oui, disponible? tous les documents ADA sont publics, donc Ok. je dois juste le chercher dans Ah, l'archive. super. Si tu l'as là et tu peux le poster déjà, c'est super. Et sinon, si tu peux le passer à Johanna de l'email, comme ça, si vous voulez, on peut le partager avec tous les participants. Ok, Comme ça, on pas de peut souci. diffuser cela. Merci. Et je pense un point clé, je rebondis sur ça, parce que je donne la parole à Divine. Alors, d'abord, je voudrais prendre un petit point clé qui a dit Charlot, c'est sur la responsabilité des Occidentaux. Bah, on est tout à fait, je pense, tout le monde est d'accord. Mais je pense qu'il faut davantage faire de la sensibilisation sur qu'est-ce que ça veut dire de la finance verte inclusive. Parce que, comme vous voyez, dans les trois dimensions que j'essaie d'expliquer, bah, il y en a trois déjà. Et si on se focalise seulement sur le fait qu'on pollue l'environnement, bon, c'est clair, on peut voir toutes ces discussions qu'on a eues déjà à partir d'il y a 15 ans. Est-ce que c'est à les pauvres de soigner un monde qui était pollué par les riches? Je le fais un peu simple. Mais si on regarde les autres deux dimensions, bah, c'est presque sûr qu'on a la nécessité de s'engager à réduire les vulnérabilités. Sinon, bah, simplement, une institution de microfinance ne va plus être en capacité de prêter de l'argent à les gens qui ont besoin, parce qu'ils vont devenir trop vulnérables et trop risqués, du point de vue purement financier, mais aussi du point de vue d'exclusion sociale, parce que davantage les populations jeunes, femmes, euh, etc., elles vont davantage aussi plus, genre ruraux, etc., affectés par des problèmes, voyons, climatiques. Donc, il faut voir aussi la finance verte comme un moyen d'y réduire les vulnérabilités
qui ça veut dire rien d'autre qu'implémenter la finance verte ou la finance inclusive tout court, que c'est inclusion sociale et gestion voilà, de la partie, disons, purement économique et environnementale de façon soutenable, dans un scénario que malheureusement, ce n'est pas le scénario qu'on avait en tête dans la révolution de la microfinance, années 70-80, mais dans un scénario où le climat prend davantage en portion très importante sur les vulnérabilités lesquelles les clients sont exposés. Donc, il n'y a pas forcément, je pense, des panneaux. Et pour rebondir à ce que dit Nausicaa, tout à fait d'accord. C'est vrai, la théorie, c'est complexe et tout ça, il faut la faire, il y a des leçons apprises. C'est aussi fondamental comme axe de transformation, comme on disait justement et Nausicaa et Charlot, parce que sinon on se retrouve à une institution qui a développé des produits magnifiques, mais ces produits sont, je ne dirais pas irrélevants, c'est un peu trop fort, mais sont très très petits. Alors là, il faut penser ensemble qu'est-ce qui sont les incentives éventuellement d'avoir une stratégie au-delà d'avoir des produits, parce que souvent on dit bah il a un produit TIC, tu vois, donc c'est bon l'institution. Donc est-ce que le fait d'avoir une stratégie et que cela génère une taille plutôt relevante du portefeuille vert est-il important pour un bailleur, pour un régulateur, pour une institution internationale qui veut travailler avec ces entités? Si cela c'est le cas, bah, l'effort de développer une stratégie peut devenir rentable du point de vue des taux d'intérêt, voilà, ou de la facilité de rentrer dans certains programmes qui pourraient avoir certaines institutions. Donc, il faut mettre en place certains mécanismes vertueux aussi qui vont premier, je pense, les entités financières. Divine, si vous voulez partager vos expériences. Merci pour la parole, David. Bonjour à tous. Alors, je me nomme Divine Musunga, tel que c'est écrit. Je suis la coordonnatrice de questions liées à la GPSE au niveau de la République démocratique du Congo. Depuis il y a de cela 3 ans que je m'occupe de cette question au sein de l'institution microfinance Gigal RDC, qui a actuellement 20 agences répandues dans plus ou moins 13 provinces dans le pays. Alors, ma participation par rapport à cette question, déjà, premièrement, j'aimerais remercier tous les organisateurs pour ces séances de renforcement de capacité, parce que moi, étant coordonnatrice de la question liée à la GPSE, nous rencontrons plusieurs difficultés par rapport à l'expansion ou la mise en place de la stratégie environnement. C'est-à-dire qu'au début, on avait du mal à faire un peu une conciliation entre notre vision globale de choses et ce que nous avions rencontré sur le terrain, on peut dire dans le chef de nos cibles. Alors, au-delà de la définition de la stratégie, telle que vient de souligner Natalia, faut pas que ça reste sur le papier. Nous avons pris l'option de travailler avec les leaders de communauté parce que en étant IMF, une microfinance, la cible que nous avons, c'est beaucoup plus des clients qui ont un pouvoir d'achat un peu plus faible. Alors, ce que nous avons fait, nous avons travaillé avec le leader de communauté. Ici, je prends l'exemple de président de coopératives agricoles, le président de Vignon et Aspen en tout ce qui concerne la gestion de genre et enfants. Alors, au-delà de cette collaboration étroite avec les leaders de communauté, nous avons mis en place également de produits qui soutiennent la vision, parce que la mission de la société a été revue dans le sens où on se limite pas seulement à offrir de biens et services adaptés aux besoins des clients, principalement ici des femmes et jeunes, mais aussi nous mettons en place ces financements dans le but de préserver l'environnement. Et à chaque décaissement, on peut dire à chaque fois des crédits, nous mettons en place une séance que nous appelons éducation financière et sociale. Donc, c'est l'éducation financière et sociale. Et avant la signature de tout contrat de crédit, les clients savent à quoi ils s'engagent parce que nous avons mis en place un engagement client qui s'engage pour mettre en place tout ce il a reçu comme base en ce qui concerne la stratégie environnementale et son activité, mais aussi les clients s'engagent à veiller également sur le bien-être de communautés environnantes. Alors, par rapport
à cet engagement que les clients font à chaque décaissement, nous organisons aussi des séances post-décaissement, des séances que nous appelons post-décaissement. C'est pour voir quelle a été l'évolution du client depuis la mise en place du financement et depuis qu'il utilise tel ou tel autre produit. Si je vais prendre l'exemple de l'énergie renouvelable, comment est-ce qu'il évolue dans son activité et quel a été l'impact, ou bien quel est l'impact, allais-je dire, de ces crédits que nous avons mis à sa disposition. Et nous l'évaluons, bien sûr, avec quelques indicateurs sociaux que nous avons mis aussi dans la fiche d'évaluation de notre personnel. Voilà un peu une petite expérience, mais nous savons qu'avec ces séances de renforcement de capacité, nous allons peut-être enchérir encore. Merci. Merci beaucoup, Devine, pour cette partage. Je pense quand même qu'à part bah, les différentes bonnes pratiques que vous êtes en train d'expliquer, vous soulignez quand même un que je pense que c'est un peu clé, que c'est l'engagement avec, bah, je dirais, territoire et connaissances et communautés locales, que c'est clairement clé bah, voilà, pour traduire en pratique, en stratégique, comme disait aussi Charlot de Madagascar, qui peut être quand même quelque chose qui peut être un peu théorique. Donc, la faire ancrer dans les nécessités de chacun et la pouvoir traduire ben voilà, dans des pratiques qui peuvent rendre et s'adapter aux besoins de chacun, c'est clé. C'est un grand travail, hein, clairement, mais c'est aussi en partie du rôle des différentes entités avec qui, normalement, on travaille de la finance inclusive. Alors, je donne la parole à Julien et après, je suive pour s'assurer qu'on va couvrir les différents éléments. Julien, c'est à toi. D'accord, merci. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Julien Leroy, en charge d'assistance technique au sein de la Fondation Grameen Crédit Agricole. Et concernant la diffusion de produits verts et les stratégies environnementales qu'on a pu accompagner au sein de la Fondation, je me rends compte qu'on a quand même des limites et je vais rebondir un petit peu aussi sur ce que disait Nausicaa, sur le fait que c'est très difficile de diffuser finalement via nos IMF des produits verts au sens large pour les populations les plus vulnérables et en particulier dans les zones rurales où la diffusion de ces produits est liée à la capacité d'endettement des populations les plus vulnérables et que souvent, elles sont déjà au maximum de leur capacité d'endettement sur des crédits de campagne. Donc, en général, pour le financement de l'agriculture, elles vont préférer obtenir des intrants et surtout avec l'augmentation des prix des intrants, ça devient encore une plus grande difficulté. Donc, la priorité, c'est obtenir le financement pour la prochaine campagne versus des produits de financement, enfin voilà, versus des produits des équipements qui les aident à transformer leur agriculture, que ça soit des pompes solaires, que ça soit des biodigesteurs ou d'autres éléments que l'on souhaite pousser. Donc, j'aimerais bien que pendant j'aimerais bien, si c'est possible, que lorsqu'on regarde les bonnes pratiques, on regarde aussi finalement les modèles de financement de ces produits verts. Je sais qu'il y a des modèles qui peuvent être intéressants autour des crédits carbone, ce genre de choses, qui pourraient peut-être permettre de concilier à la fois la protection de l'environnement, éviter les émissions et s'appuyer sur des mécanismes qui sont normalement un peu plus pour les pays du Nord pollueurs, mais qui permettent peut-être d'avoir des modèles de financement qui peuvent servir aux pays du Sud. Voilà, donc je sais pas si David, tu as déjà des éléments là-dessus sur ces modèles de financement qui pourraient favoriser finalement l'adoption de ces produits verts. Merci beaucoup pour ce témoignage, Julien. Et alors, on va parler largement de ça. Donc, restez with us, keep with us. Restez avec nous dans la quatrième session où on parle des produits verts et produits financiers. Mais je pense que c'est important, vu que quand même il y a un axe stratégique, de rebondir rapidement sur cela. Alors, déjà, la problématique qui nous propose Julien, c'est une problématique un peu structurelle qui, je pense, qui va au-delà aussi de proprement dit la partie verte ou non verte. C'est la capacité de la population qui est servie pour la finance inclusive d'avoir accès plutôt à du capital de travail ou du capital d'investissement, disons un peu au sens général. Est-ce que j'ai la possibilité d'investir indépendamment pour faire quoi ou simplement je dois vivre jour au jour? C'est très simple. Alors ça, c'est clairement, on le voit davantage sur la partie verte parce que typiquement, quand on dit va faire une transformation, ben, il faut investir parce que sinon, on va faire la même chose qu'on a fait hier. Mais j'inviterai aussi la réflexion
de l'amener de sens plus large, vraiment de dire, bah, est-ce qu'on est capable avec la finance inclusive de garantir un certain niveau d'investissement quand nos gens, ils doivent vivre au jour au jour. Alors, comment on va au-delà sur ça? Oui, il y a différents modèles. Typiquement, et ça, on va le discuter, comme je disais, davantage dans la session 4, mais il y a un point important, je pense, y à réfléchir. Point numéro un, c'est il y a des solutions, disons, technologiques aux techniques. C'était mentionné les crédits carbone et tout ça, qui pourraient donner un certain un trait économique d'avantage sous la transformation de certaines pratiques. Le seul problème que typiquement ils ont à aujourd'hui, c'est là, c'est que sur le terme typiquement plus long, tout temps d'investissement pour un crédit. Donc, clairement, il permet de compenser cela, mais pas exactement au moment. Il y a d'autres solutions qu'on va discuter, mais il y a aussi un point important que je veux dire aujourd'hui, c'est aussi y comprendre que de temps en temps, certaines solutions, ils existent déjà un peu en place, sauf qu'on ne l'évidence pas. Il y a un caractère plutôt standard, ou disons un résultat plutôt standard qu'on a observé dans les études que moi j'ai fait, les études que d'autres chercheurs ils ont fait et d'autres entités ils ont fait. C'est qu'en grande partie des choses qu'on peut labeller comme vertes ou comme pratiques qui peuvent nous aider à s'adapter au changement climatique ou à protéger les écosystèmes, ils sont typiquement ni monitorés, ni ciblés, ni reportés. Donc, c'est-à-dire que naturellement, vous avez une entité financière dans son portefeuille certaines activités plus ou moins vertes qui sont mises en place pour quelques raisons. Voilà. Et typiquement, une bonne pratique, c'est de commencer à les choses qui sont déjà mises en place naturellement et à travailler, c'est de les aider à technifier ces pratiques. Donc, un exemple banal, les petits producteurs ils font de la diversification ou des rotations de cultures, qui n'est pas souvent très technifié. Mais déjà, ça, en technifiant ces pratiques naturelles qui est fait pour des petits exploitants agricoles, par exemple, il va permettre davantage de produire plus, davantage de préserver davantage la bonté du sol et la santé du sol, mais aussi de réduire la vulnérabilité climatique. Ça veut dire qu'il faut penser aussi à une approche community-based, donc sur qu'est-ce qui est déjà fait, qu'on progresser, qui peut donner avec des petits investissements et plutôt suivre sur le capital de travail des progrès qui sont tangibles à court terme, tout en essayant de générer la confiance pour la suite, pour avoir certains investissements plus importants qui seraient éventuellement supportés pour l'amélioration des revenus dans la première phase. Donc, on va discuter sur cela davantage, mais en général, c'est un mix de trois types de solutions. Un, comme je dis, technique, technologique. Un, des structurations de priorités et un travail progressif et connaissance de bon engagement déjà fait au niveau communautaire. Et troisième, la mise en place de certains instruments financiers qui pourraient permettre à la fois à les entités microfinancières et les investisseurs mais davantage de prendre un peu plus de risques, eux, pour couvrir le risque des clients qui sont de s'engager dans un investissement. Donc, je suis sur cela et je vous amène un peu d'un petit voyage sur la stratégie environnementale et bonnes pratiques. Alors, on a, si Johanna, tu peux copier, s'il vous plaît, si tu es là, les liens dans la chat, parce que je n'arrive pas dans la modalité de présentation. Donc, on a un ensemble des ressources que vous pouvez explorer aussi un peu pour vous auto-former et trouver certaines solutions. Un s'appelle la Green Map. Le Green Map, c'est un projet qui a été lancé il y a, si je ne me trompe pas, 2 ans, donc avec le support du ministère luxembourgeois, où on a constitué un premier mapping des activités vertes chez certains des institutions de microfinance au niveau mondial, qui vous pouvez ouvrir, vous pouvez chercher, vous pouvez vous inspirer pour comprendre un peu qui a fait quoi, où et avec quelles leçons appris. C'est normalement disponible sur les 3 langues. C'est Edera Sustainable Solutions qui a aidé le groupe d'action en tant que partenaire digital du groupe d'action à mettre en place cette plateforme digitale. Et davantage, on va, avec vos aides, j'espère, pouvoir la remplir avec des autres expériences que vous voudrez bien partager. Donc ça, c'est un outil. Le deuxième, bonne pratique, on a travaillé sur le même projet, encore une fois, avec le support du ministère luxembourgeois et en équipe des 4 chercheurs, donc lidéré par Isabelle Barnes, qui était la lead de cette recherche. On a travaillé davantage sur la constitution de bonnes pratiques, des bonnes pratiques qui on a classifiées, et vous voyez ici le lien, sur la forme des standards et des pratiques essentielles du Green Index. Donc, on a un peu interrogé certaines entités qu'on sait qu'ils ont fait quelque chose pour qu'ils nous puissent partager certaines bonnes pratiques. Alors, on ne sait pas si on peut les appeler les mieux pratiques, hein, mais c'est des bonnes pratiques qui étaient évidencées et qu'ils ont bien voulu essayer de partager. Et ça, je pense, le valeur ajoutée plus intéressant en fonction des différentes pratiques essentielles du Green Index. L'idée, c'est
que si on veut regarder un peu qui fait quelque chose sous certains domaines, on ne va pas lire un cas d'étude dans sa totalité, de tout ce qu'il a fait, mélangeant les produits, tout ça, bah, on se cible, et bah, voilà, si je veux savoir sur la définition d'une stratégie, bah, je regarde quelqu'un qui l'a fait et m'explique comment il a fait. Si je veux regarder sur la mise en place de la stratégie, je regarde qu'est-ce qu'il a fait, comment il a fait. Vous voyez ici, il y a 4 cas d'études qu'on va rapidement parcourir certains des éléments là dans cette petite partie de la formation pour évidencer qu'est-ce qui est fait déjà dans certaines des entités financières. Vous voyez ici, Asila Cimé au Togo, Chamroun en Cambodge, Fortune Credit au Kenya et Fondation Justice Empresariale au Guatemala. Vous voyez une certaine diversité aussi pour tous les goûts des géographies et des types d'entités. Et vous pouvez davantage les explorer. On les a pas mal sur le site web. Ils sont en anglais, en français et en espagnol. Et voilà, donc si vous voulez vous former davantage sur la stratégie environnementale, je vous rappelle qu'il y a quelques années, je pense que c'était il y a 2021, il y a 3 ans, on avait fait donc le groupe d'action lidéré par Natalia Real Pecarillo et moi, à l'époque, chef les deux du groupe d'action. On a développé, avec la contribution de différents partenaires et la plateforme européenne de la microfinance, un cours de formation sur la finance verte inclusive qui fait pas mal de modules et de sessions. Et notamment, vous pouvez trouver aussi un cours de formation sur la stratégie environnementale. Et vous avez aussi des petites vidéos qui étaient développées avec l'aide du ministère de Luxembourg encore, sur expliquer un peu qu'est-ce que ça veut dire, les différents éléments, stratégie, etc. Voilà, donc, alors, qu'est-ce que signifie une stratégie verte? Qu'est-ce que signifie la mise en œuvre d'une stratégie verte? S'il vous plaît, de partager vos avis dans la chat, si vous l'avez. Vous, le temps, je vais un peu parcourir, je vais un peu avancer, vu qu'on vient de dialoguer autour de cela avant. Donc, si vous avez des opinions au-delà de ce qui est déjà partagé, s'il vous plaît, de l'écrire dans la chat. Donc, si vous pouvez partager selon vous, qu'est-ce que c'est une stratégie verte, après, on va le lire à tout le monde. Ça veut dire quoi la mettre en place correctement? Ben voilà, et nous, en même temps, on va parcourir un peu les bonnes pratiques. Alors, le Green Standard 0, donc, il s'agit de savoir comment la stratégie environnementale est définie et comment elle est mise en place, y compris les rôles et les responsabilités, l'alignement des normes sur les normes locales ou internationales, et comment l'institution contrôle et rend compte de la mise en œuvre de la stratégie environnementale. Donc, c'est tout cela. Hein, c'est pas mal de choses qu'il faut penser et faire. Le Green 3.0, c'est de décaler disons, cette phrase très longue dans des indicateurs qui nous permettent d'être un peu quantitatifs. Donc, je vous rappelle que c'est divisé en 2 pratiques essentielles, définition et mise en place. Et si on regarde en détail, la pratique essentielle numéro 1, c'est comme l'institution définit sa stratégie environnementale. La pratique essentielle numéro 2, c'est l'institution a mise en place des systèmes pour mettre en œuvre la stratégie environnementale. Donc maintenant, focalisons-nous d'abord sur la première, définition. Alors là, on va un peu repercourir les différents éléments qui sont inclus dans la pratique essentielle définition des stratégies. Alors, vous voyez ici sur la gauche, je vous rappelle que le Green Index est formé de 2 parties. Un parti qui est un parti, disons, qualitatif, où il y a un ensemble de questions à réponse multiples, typiquement, et qui restent de niveau, disons, qualitatif, qui sont quand même compensés et renforcés pour 2 indicateurs qu'on appelle d'ordre quantitatif, qui nous donnent un peu un avis de ce quel niveau cette pratique était mise en place. Donc, si on regarde les premières pratiques essentielles, voilà. Déjà, on regarde comme premier indicateur, là, on regarde seulement les questions, mais pas les choix multiples. Il faut s'imaginer que le Green Index est fait, à différence de la dimension 7, les réponses sont nos choix multiples. Donc, chaque question que je pose ici, on va la voir à la fin de la formation dans sa totalité. La pratique essentielle, il est suivi par des choix multiples qui sont potentiellement entre 10 et 15 choix multiples que vous pouvez remplir. Donc, ceux-là ne sont pas listés ici pour rendre la transparence lisible. Donc d'abord, les engagements de l'institution en matière d'environnement sont formalisés dans la mission, dans la vision et dans les valeurs, important, et ce qui, dans certains de ces endroits-là, mission, vision et valeurs, les engagements sont formalisés, hein, donc sont écrits, et cela peut avoir une dimension progrès verte, donc opportunité, en dimension plutôt gestion de la vulnérabilité, en dimension plutôt gestion des impacts sur l'environnement. Après, on suit en disant, regarde si les institutions disposent d'une stratégie. Cette stratégie est-il documentée, oui ou non, et spécifie un certain ensemble des choses, entre lesquelles son intention
d'atteindre certains objectifs environnementaux, bah, il faut quand même les lister pour voir à qu'est-ce qu'on est redevable. L'indicateur 3, bah, il regarde si la stratégie environnementale des institutions précise certains éléments nécessaires à sa mise en œuvre. Et donc là, si vous allez dans le lien, il y a tout un ensemble des éléments précis qu'il faut y considérer. Qu'est-ce que sont les indicateurs clés, qu'est-ce que sont qu'est-ce que sont les targets, qu'est-ce que c'est la stratégie de mise en œuvre, par rapport à quel type de normes est-il aligné, etc., etc. Pour la suite, on regarde justement de l'indicateur 4 si ces stratégies, ces objectifs sont-ils alignés et en conformité avec d'abord les lois et les règlements qui sont en vigueur localement et pertinents pour l'institution, mais au sens plus large aussi à des initiatives qui non sont obligatoires de l'industrie, qu'elles soient à la fois locales ou internationales, et aussi les normes et les réglementations internationales comme les taxonomies vertes qui sont en train de se développer davantage dans pas mal de pays. On regarde sur la dimension, sur l'indicateur 5, s'il y a des partenariats. Donc, les partenariats typiquement sont clés pour la définition et ou la mise en place d'une stratégie. Donc, avec qui on la définit, comment on pense de soutenir le manque ou la non complète, le fait qu'on n'est pas complet dans les expertises du point de vue technique, des ressources humaines ou technologiques. Et on clôture cette partie-là sous s'il y a un budget. Voilà, justement, si tu n'as pas de l'argent, on ne fait rien, malheureusement. Donc, s'il y a un budget annuel qui est alloué pour la réalisation de ces stratégies environnementales, parce que s'il n'y a pas un budget alloué, et on va voir pour la suite dans la mise en place aussi des responsabilités, qui est responsable de quoi, qui est redevable de quoi, et un monitoring, bah, c'est difficile à y penser que la stratégie va être quelque chose au-delà qui en écrit. Donc, il faut regarder s'il y a un budget alloué. Et dans l'indicateur quantitatif, bah, simplement, on va regarder, bah, OK, s'il y a un budget alloué, bah, c'est quoi le budget alloué? Bah, quel montant et quel pourcentage du total des montants que vous avez disponible pour l'implémentation de vos activités? Alors, avant d'aller en détail regarder bah, les détails, bah, regardons un instant certaines bonnes pratiques. Donc, on vous partage quelques bonnes pratiques qui ont été partagées gentiment pour certains de nos partenaires. Donc, ici, on regarde Asila Cimé, institution microfinancière au Togo. Alors, vous pouvez lire tout le cas dans le lien qui était partagé dans la chat. Et ici, on parcourt quelques éléments pour voir un peu ce que fait Asila Cimé comme potentiellement bonne pratique sur la définition de la stratégie environnementale. Alors d'abord, Asila Cimé au Togo, qui je pense, je ne sais pas s'il est présent avec nous. S'il est présent avec nous, c'est pas mal si vous levez la main. Je n'ai pas regardé, donc si vous êtes présent, levez la main. Sinon, on présente voilà, rapidement. Donc, les engagements environnementaux s'étaient formalisés et adoptés en 2022, donc c'est encore relativement récent, mais c'est une étape qui était faite, les engagements et la formalisation, et la définition de certains objectifs. Donc, première, être en référence dans le domaine de la microfinance en matière de protection de l'environnement, c'est quand même une affirmation, après il faut l'attendre. Gérer les risques environnementaux internes et externes, donc ici interne et externe, c'est ce qu'on présentait avant comme interne, on parlait de direct tout à l'heure, donc de l'institution externe, ça veut dire des clients, en réduisant la vulnérabilité, vous voyez la dimension vulnérabilité des clients, et les effets négatifs, vous voyez la partie d'impact sur l'environnement, du changement climatique sur les clients de l'institution, et promouvoir les effets positifs sur l'environnement. Promouvoir des solutions écologiques résilientes. Vous voyez ici, dans les objectifs, il y a à la fois la partie vulnérabilité et impact négatif sur les écosystèmes et aussi une partie proactive de faire mieux, ne pas seulement redire qu'est-ce qu'on fait du mal, mais aussi, vous voyez en bas, c'est la promotion directe de certaines solutions écologiques qui pourraient amener certaines solutions. Un objectif 1, donc être en matière référence de protection de l'environnement, l'idée c'est d'améliorer la performance environnementale de l'institution comme mesuré pour le Green Deal 3.0. Ben voilà, utiliser le Green Deal 3.0 comme un outil de monitoring d'attente de ces objectifs stratégiques et renforcer la position dans le domaine de la microfinance verte en général. Dans l'objectif 2, quand on parle de risque interne, bah, qu'est-ce qui se pose comme objectif? C'est réduire la production de déchets plastiques et diminuer la consommation des énergies papier. Ça, c'est au sein de l'institution, pour ce force travail proprement dit. Installation des panneaux solaires au siège dans 4 agences Lomé. L'installation était prévue normalement dans les agences restant jusqu'en 2024. Il faut voir si c'était fait et complété. La mise en place d'un système de tri et de recyclage de déchets. Donc ça, vous voyez, c'est tout en partie de gestion des risques, on appelle interne ici, qu'on avait nommé aujourd'hui interne, c'est la nomenclature de Greenest 2.0. Donc dans le 3.0, on les appelle directs.
qui il se décline sous pas mal des éléments. Vous voyez, papier, énergie propre, déchets, etc. Sous l'objectif de gérer les risques externes, donc ça c'est les risques des clients, donc ce qu'on appelle sur le Green 3.0, on l'appelle les risques indirects, donc réduire la proportion des clients qui ont un impact négatif sur l'environnement, ça c'est un peu un objectif global. Convertir les clients qui utilisent des produits chimiques à l'adoption de solutions de stockage biologique. Voilà, transformation et transition d'une production basée sur les intrants chimiques à un certain partage sur les intrants biologiques. Convertir les vendeurs de charbon de bois et des bois de chauffage pour développer des activités génératrices de revenus, donc aider à une certaine transition du secteur dans un secteur plus propre et un secteur qui est davantage, voire de moins en moins des marchés. Espérons qu'on va sortir bientôt du charbon. Décourager les restaurants et les détaillants d'utiliser des sacs d'emballage en plastique. Donc voilà, c'est toute la partie de l'activité faite pour réduire l'empreinte sur le plastique. Dans l'objectif 3, on voit la promotion des solutions écologiques et résilientes. Il se pose comme objectif de sensibiliser et former les clients voilà, sur la partie de crédit pour l'agriculture à des pratiques agricoles qui soient résilientes et écologiques, fournir un accès à des sources d'énergie plus saines et plus vertes, et impliquer les groupes dans la collecte des déchets. Vous voyez qu'il y a les trois éléments, donc les intrants, l'énergie et les déchets comme, disons, dimension ou sous-dimension clé dans la stratégie de SLSIME qui reste plutôt diversifiée et qui se conjugue sous vulnérabilité, impact sur l'environnement et cherche des opportunités pour les clients et les clients. Là, on ne va pas tout parcourir, mais c'est intéressant d'y voir que la stratégie de SLSIME précise les éléments nécessaires à la mise en œuvre. Ça, c'est important. Comprenant un plan d'action. Ça, je pense, un élément important comme bonne pratique. Ce n'est pas seulement dire qu'est-ce que je vais faire et sur qu'est-ce que je vais agir. C'est quoi le plan d'action? Donc, le travail sur un plan opérationnel qui a commencé en 2023, un plan qui va traduire cette vision en pratique. Et là, vous voyez les résultats. C'est important, hein, ils sont passés de certains résultats à attendre en 2026. On lit quelques-uns seulement, réduire de 80% la production interne de déchets en plastique, c'est quand même un résultat plutôt ambitieux qu'il faut monitorer, y comprendre s'il a temps et voir des solutions pour avancer s'il n'en est pas temps. Sensibiliser, former au moins 75% des clients sur des pratiques agricoles résilientes et écologiques. Vous voyez, notre objectif sous formation. Voilà, avoir permis 60% des clients d'accéder à des sources d'énergie plus saines. Voilà. Et bon, donc vous voyez, on ne va pas tous les parcourir, mais vous voyez quand même, il y a un certain ensemble des engagements qui sont quantitatifs. Sur la partie quantitative, c'est très important. Ça veut dire à quel niveau de pourcentage je dois l'attendre et à quelle date. Et après, justement, c'est donner les moyens pour pouvoir l'y attendre. Donc, une stratégie de la mise en œuvre, la stratégie a traduit les objectifs spécifiques et sous-objectifs en activité et un plan d'action quinquennal, donc se faire un manuel annuel de comment avancer sur cette direction-là, disposer des ressources nécessaires, voilà, donc à niveau humain et financier, comme vous voyez, pour la mise en place de cette stratégie, et les rôles et les partages de responsabilités entre les membres du personnel. Donc, savoir, au final, on a décidé quelque chose, on a un plan d'action, mais qui est responsable de le mettre en pratique. Voilà. Donc, ça, c'est un point, je pense, très important. L'idée, c'est que s'ils ont alloué un budget, ça, c'est plutôt rare. Et donc, félicitations à SLSIME. Je pense que c'est vraiment montre un engagement important et structurant de l'identité. Donc, avoir un budget ici, il y a écrit 45 000 euros. Donc, le 10% de cela des ressources propres. Donc, c'est capable de collecter certains des partenaires pour le faire et aussi y co-contribuer pour atteindre ces objectifs. Et clairement, suivi. Donc, vous voyez, il met en place un tableau de bord trimestriel avec un examen aussi annuel de ce qui était à temps et un examen en mi-parcours. Donc, pour être vraiment capable de monitorer les avancées. Et tous ces progrès-là, normalement, ils vont être contrôlés en fonction de la dimension 7 des indicateurs des performances universelles, sociales et environnementales, qui, comme on a dit, sont clairement alignés à la Green Index 3.0. Donc ça, c'est un premier volet de bonnes pratiques que je trouve plutôt complet, qu'on a vu qu'une entité SLSIME au Togo en Afrique, il met en place. Si on veut voir un autre exemple de bonnes pratiques, voyons s'il y a d'autres types de bonnes pratiques. Bon, Shamron, Cambodge, encore une fois, vous pouvez regarder le cas complet en ligne. Et aussi, il se plonge dans la définition de sa stratégie environnementale. Alors là, on souligne un peu certains éléments. Donc d'abord, il a une stratégie documentée
voilà, qui précise l'intention d'atteindre cet objectif, donc favoriser l'adaptation des pratiques et technologies vertes pour répondre aux demandes des clients en matière de pratiques vertes et aussi des PME agricoles, proposer des technologies d'énergie renouvelable. Donc, vous voyez les deux dimensions, donc production agricole et énergie. Il y a une politique environnementale qui est en place depuis 2017 et aussi un certain ensemble de partenariats locaux, chose qu'on n'avait pas décrit dans le cas précédent, avec un certain ensemble d'organisations. Donc, on fait renforcer l'ancrage du territoire et des bonnes pratiques avec des partenariats locaux. Donc, fournisseurs de technologies, important, pour s'assurer que quand même il y a une transition solide avec des technologies qui tiennent la route et qui donnent des valeurs ajoutées pour qui l'utilisent. Aussi, plateforme de gestion des chaînes de valeur, qui est ceci très important parce que comme on rattache une production plus soutenable à des chaînes de valeur vertueuses, donc il peut intégrer voilà, différents acteurs de la chaîne de valeur, notamment au Cambodge, la chaîne de valeur du riz, qui c'est quand même une chaîne clé dans le pays. Pour suivre la mise en œuvre de sa stratégie environnementale, Chambron a mis en place un budget spécifique, aussi très important, et des indicateurs. Les indicateurs couvrent l'énergie, l'eau et la consommation de papier, qui est révisé à niveau annuel. Donc là, il y a deux éléments à retenir, à la fois le ciblage de certaines dimensions, eau, énergie, consommation de papier, sont des indicateurs, un budget pour le faire, et le fait qu'il est monitoré à niveau annuel, normalement, pour définir les niveaux d'attente et pouvoir réagir. Ces objectifs quantitatifs, tels que les kilowattheures d'électricité utilisés, les mètres cubes d'eau, ou la quantité de papier hygiénique utilisé. Donc ça aussi, c'est important de faire que ces objectifs, et donc ce qui nous montre Chambron, c'est qu'ils soient définis, comme on a vu dans l'exemple d'avant, à niveau quantitatif. Parce que s'ils sont seulement définis du point de vue qualitatif, c'est relativement facile à pas avoir un guide sur un progrès parce que je le fais, mais tu le fais combien? Est-ce que tu as installé un panneau solaire? Combien cela contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à la réduction des coûts de l'électricité, etc. Donc, les institutions opèrent conformément à des initiatives qui non sont obligatoires, comme par exemple un alignement avec les standards, dimension 7 des standards de performance universelle environnementale et sociale. Ils utilisent des normes et réglementations internationales liées par exemple à les ODD, les objectifs de développement durable, notamment l'objectif 6, eau propre et assainissement, l'objectif 11, ville et communauté durable. Ça, c'est important pour donner, si vous voulez, un cadre clé de direction et de vision de l'entité et aussi un cadre de communication pour ces parties prenantes, parce que souvent, ces objectifs durables, ils sont aussi partagés pour certains des partenaires de l'institution qui regardent de mettre en place certains financements ou certaines stratégies qui sont alignées à ces objectifs. Donc, cela permet la communication et l'alignement d'entente, que c'est clé pour faire si que la stratégie soit réalisée en place, mais aussi qu'elle soit soutenue localement, internationalement. Et voilà, et donc d'autres outils, comme vous voyez, la nécessité de développer des outils qui soient plus spécifiques, qui soient pertinents à certains bailleurs ou à certains investisseurs. Donc, avant de revenir un moment le micro pour avoir un petit tour, je vous partage encore quelques petites pratiques maintenant sur la deuxième pratique essentielle. Donc, il y a une autre pratique essentielle. Donc, là, on a parlé un peu de bonnes pratiques comme mise en place de deux entités qui devraient un peu vous donner de l'inspiration et aussi potentiellement des discussions autour de cela. Mais comme vous savez, c'est seulement la première pratique essentielle de la norme qu'on est en train de regarder qui se focalise sur la stratégie environnementale et sur la première pratique essentielle, sur sa définition. Maintenant, c'est fondamental d'avoir une définition solide, comme on a dit, mais après, il faut être sûr aussi qu'il y a une mise en place de ces stratégies. Et donc, pour la mise en place de ces stratégies, le Green Index 3.0, il définit un certain ensemble de bonnes pratiques que je vais parcourir rapidement, qui sont monitorées à la fois pour des indicateurs qualitatifs et aussi pour des indicateurs quantitatifs. Dans les indicateurs qualitatifs, on retrouve est-ce que l'institution définit les rôles et les responsabilités? Alors, une fois qu'on a défini la stratégie environnementale, est-ce qu'on sait qui est responsable de faire quoi et quel rôle on a à l'intérieur typiquement du siège, mais aussi des agents pour mettre en place et, disons, dérouler les différents éléments de la stratégie comme défini. On a vu pas mal de définitions tout à l'heure. Maintenant, je vais le mettre en place comme je le fais. Est-ce qu'à niveau stratégique, le conseil d'administration et la direction va prendre des décisions stratégiques qui sont basées sur les données qui sont remontées sur la performance environnementale? Parce que même si on a
comme vous voyez, le premier indicateur, un engagement opérationnel des rôles et responsabilités, mais si à niveau stratégique, les décisions qui sont prises sur la direction qui doit suivre l'institution ne prennent pas en compte les objectifs de la stratégie et notamment sa performance environnementale, bah, on peut voir des conflits entre la vision stratégique et opérationnelle. Et l'autre, clairement, l'indicateur 3, très important, est-ce qu'on forme les membres du conseil d'administration et la direction à leur rôle et responsabilité en manière de gestion et performance de l'environnement, avant de s'attendre qu'ils soient capables de prendre des décisions stratégiques basées sur des données environnementales, bah, si former davantage la partie de direction et des conseils d'administration pour y comprendre les possibles opportunités et risques de cette direction-là. Est-ce qu'on assure la mise en œuvre de la stratégie environnementale? Là, si vous allez dans les détails, ils expliquent avec comment vous pouvez le faire. Là, on ne va pas le parcourir aujourd'hui pour le temps, mais quand vous partagez dans un instant le lien pour la collecte d'informations et des données, ben voilà, c'est qu'est-ce que vous pouvez y regarder, toutes les différentes étapes à faire. Est-ce qu'on a mis en œuvre des systèmes de gestion environnementale et sociale? Donc, est-ce qu'on a un système qui nous permet de gérer ces systèmes d'objectifs environnementaux et sociaux? Est-ce qu'on a un processus pour suivre les progrès? Ça, c'est fondamental. Je prends quelques secondes sous l'indicateur 6 de ces pratiques essentielles, parce que si on fait tout cela, mais on n'a pas un processus pour suivre les progrès, donc ça veut dire, bah, j'ai fait quelque chose, j'ai tous les éléments pour le mettre en place, mais après, je n'ai pas un système solide à niveau des processus ou aussi de gestion des données. On va voir dans un instant des progrès environnementaux, notamment en alignement avec la stratégie. Bah, c'est difficile après de générer un apprentissage en continu et ça, c'est fondamental parce qu'on apprend en faisant. Donc, l'intégration aussi, c'est important du système d'information de l'entité. Est-ce qu'il y a certains indicateurs environnementaux qui sont intégrés? Ça, c'est important parce que sinon, à chaque fois qu'on doit collecter ces informations-là, bah, et on doit s'en éparpiller un peu partout et ne sont pas intégrés avec le système d'information central qui gère l'entité. Et est-ce que voilà, il y a un collecte de données en continu du point de vue environnemental. Avec nous, on souhaite en fréquence minimale, disons annuelle. Ces indicateurs qualitatifs sont accompagnés de certains indicateurs quantitatifs. Ben voilà, donc combien de personnel à temps plein est chargé de la mise en œuvre de la stratégie environnementale. Donc, est-ce que c'est un junior, un stagiaire, c'est 100 personnes à temps plein. Le nombre des indicateurs de performance environnementale qui sont définis, le pourcentage d'attente de ces indicateurs, bah, du point de vue aussi d'y comprendre le marché total qu'on pense que soit atteignable avec des pratiques environnementales et lesquelles qui existent dans notre marché local. Et après, vous voyez la fréquence des rapports et de l'évolution de la vulnérabilité, de l'impact environnemental et des opportunités qui sont établies à niveau annuel. Si on suit sur les autres indicateurs, bah voilà, est-ce que dans les indicateurs qualitatifs, on voit est-ce qu'on évalue et gère la bonne mise en œuvre de la stratégie? Est-ce qu'il y a un système d'évaluation de la mise en œuvre de cette stratégie? Est-ce qu'on recueille est-ce que recueille une performance de données pour déterminer les objectifs environnementaux attentes? Voilà, ça c'est important. L'évolution de la vulnérabilité des clients, l'impact sur l'environnement et aussi l'évolution des progrès des impacts négatifs sur la vulnérabilité. Voilà, donc ces trois indicateurs-là sont très importants, étalés sur les trois dimensions du Green 3.0. Et est-ce que l'institution communique, une fois qu'elle a collecté ces informations, les données sur la performance environnementale, à la fois à niveau interne, donc avec ses gérants, avec le conseil d'administration, etc., mais aussi au niveau externe. Voilà, ça peut être avec ses clients, voilà, donc, mais ça peut être aussi avec ses partenaires et ses fournisseurs pour aider à comprendre les progrès, mais aussi les challenges, les difficultés qu'ils en attendent pour pouvoir éventuellement avoir des supports. Cela est complété par un ensemble des indicateurs quantitatifs que je vous laisse exploiter. Donc, fréquence annuelle, par exemple, des rapports sur les progrès réalisés, nombre de réunions qui s'est consacré pour la gestion des indicateurs des incidences négatives, émissions de gaz à effet de serre qui sont évitées, etc. Donc, alors, je vous rappelle que clairement, l'idée, ce n'est pas de tout faire. Ça, je pense que c'est très important, hein. Donc, l'idée de Green 3.0, comme vous voyez, détaille davantage certaines pratiques à la fois qualitatives et à la fois quantitatives qui sont importantes à suivre pour s'assurer d'une bonne stratégie environnementale. C'est à vous plutôt aussi de sélectionner quelle alchimie et quelle sélection entre ces pratiques-là il faut mettre en place
selon vos visions stratégiques. Et après, dès que vous implémentez, renforcez davantage certains éléments, par exemple, présentés ici. Vous voyez qu'il y a beaucoup il y a beaucoup d'éléments quantitatifs aussi. Ben, on ne vous est pas demandé de reporter sur des éléments quantitatifs. Mais l'idée, c'est de cibler lesquels des éléments quantitatifs il faut-il cibler pour s'assurer que certaines visions stratégiques, ils se déroulent et sont mises en place. Donc, on va voir certains petits exemples de qui fait quoi et comment sur cette pratique essentielle. Donc, un exemple, on voit maintenant un voyage en Afrique de l'Ouest, au Kenya. Fortune Credit, institution en Afrique de l'Ouest, au Kenya, elle nous montre quelques bonnes pratiques sur la mise en place d'un système voilà, pour mettre en place la stratégie environnementale. Donc déjà, la stratégie environnementale de Fortune Credit voilà, couvre en période 2022-2027, donc en période quinquennale, avec des objectifs de transition verte et propre et la création de résilience et la gestion des risques climatiques. Voilà, et vous voyez donc il y a quand même les deux éléments, disons, résilience avec un focus sur la partie vulnérabilité, mais aussi l'utilisation, comme on explique ici déjà dans la stratégie, des deux outils de numérisation qui favorisent notamment la mise en place d'une stratégie, parce qu'au final, il faut y inclure davantage certains éléments quantitatifs et certains éléments qui typiquement ne sont pas globalement monitorés ou collectés à niveau social et financier, donc spécifiquement pour le climat et l'environnement. Dans leurs responsabilités, ils sont clarifiés chez Fortune Credit. Donc, au sein de l'administration, il y a un directeur qui est le champion de l'impact de l'environnement. Le directeur général joue un rôle clé des chefs de file de la mise en œuvre de la stratégie verte, donc lui qui est mandaté pour s'assurer de la mise en place de cette stratégie. Le responsable social environnemental, un membre du personnel à temps plein, agit en tant que champion de l'impact pour l'environnement au niveau opérationnel. Donc, vous voyez des rôles qui sont à la fois stratégiques et à la fois opérationnels, avec un certain temps de ces personnes-là, voire là, on va temps plein alloué pour la partie stratégique ou opérationnelle. Et l'ensemble du personnel engagement est également responsable de la mise en œuvre selon ses propres rôles au sein de l'institution. Le conseil d'administration et la direction suivent et utilisent certaines données environnementales pour les objectifs spécifiques de l'environnement. Donc, la partie de données, c'est quand même clé dans la prise de décision et dans le suivi. Donc, spécifiquement, il y a des indicateurs de suivi du portefeuille vert. Et depuis février 2023, il y a certains moyens qui sont alloués pour la mise en place de ces stratégies vertes, notamment des objectifs fixés pour tous les départements, notamment pour ce qui concerne les produits verts et l'empreinte écologique, la formation du personnel, les sessions de sensibilisation des clients, des partenaires comme moyen d'apporter la technologie et connaissances à un coût intéressant, des partenariats techniques, comme par exemple des biodigesteurs, équipements de biogaz, des technologies permettant de collecter, d'analyser le partage et de partager efficacement certaines données. Voilà, donc par exemple, à niveau en temps réel, voilà, pour pouvoir vraiment prendre des décisions basées sur les données. Il y a un système et processus de gestion environnementale qui est établi, donc a notamment mis en place un système de procédures de gestion sociale environnementale qui est établi en février 2023 sur la base du Green Index et des normes de l'IFC, qui y comprend l'intégration de certaines réflexions sociales et environnementales dans les principes de fonctionnement de Fortune Credit, donc du point de vue de l'opération et du point de vue du fonctionnement du personnel. Le partage des résultats est assuré en boucle de rétroaction. Ça, je pense, c'est un point très important, comme on assure qu'on partage les résultats, comme on l'a déjà dit, mais aussi comme on s'assure qu'au-delà de les partager, on a un apprentissage de ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. En général, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Ce n'est pas grave. L'important, c'est de comprendre qu'est-ce que sont les choses qui n'ont pas fonctionné, pour quelles raisons elles n'ont pas fonctionné. Voilà. Et comment on pourrait faire davantage l'année prochaine, de faire qu'est-ce qu'on a vu qui n'a pas fonctionné, il pourrait fonctionner mieux ou complètement l'année qui vient. Donc, en fait, commencer, Fortune Credit a publié des rapports sur les données environnementales et amené des discussions sur les résultats. Donc, vous voyez à la fois documenté et à la fois de discussion. Donc, les deux éléments sont importants. En matière de performance environnementale, avec les différentes parties prenantes qui sont autour de Fortune Credit pour l'aider dans son progrès. Les rapports internes sont destinés au conseil d'administration et aux investisseurs, voilà, pour les rendre partie prenante de cette transition qu'ils veulent mettre en place, mais aussi que les employés pour les responsabiliser et publier et discuter tous les trimestres. Donc, pour avoir un monitoring, n'est pas seulement à la fin d'année, qui éventuellement pourra induire certaines actions au cours de l'année si nécessaire.
Bah voilà. Et vous voyez, important aussi, il y a des rapports qui sont plus détaillés, donc à niveau mensuel, qui sont donnés à la direction, qui se doit agir plus rapidement ou monitorer plus rapidement les avancées, peut le faire. Voilà, on a pas mal des objectifs, vous voyez, des suivis des procès et des progrès. Donc, les indicateurs clés de performance sont intégrés dans le système de gestion et d'information et sont collectés quotidiennement. Ça, c'est quand même un avancée important pour pouvoir voilà, permettre vraiment un suivi constant. Donc, par exemple, objectif, pardon, 1 des transitions vertes et énergies propres, le total des prêts décaissés pour l'année en faveur des énergies propres, les femmes, les gens, les clients qui ont des produits d'énergie propre, le partage du portefeuille, le part du portefeuille des énergies propres, le montant économique réalisé pour les clients, pardon, le montant d'économie réalisé pour les clients qui ils ont des énergies propres et renouvelables, la gestion des risques climatiques, le nombre de demandes de prêts, le nombre des réformes qui sont fondées sur la liste d'exclusion, donc les risques plus courants identifiés, etc. Donc, vous voyez qu'il y a un ensemble d'objectifs qui sont monitorés quotidiennement, qui permet à la situation de driver son engagement. On regarde aussi qu'il y a justement un parti sur la partie résilience qui inclut aussi le montant et prime d'assurance, un aspect assurance pour assurer les risques. Et voilà. Si on part de l'autre côté du monde, avant de vous partager le petit lien pour que vous puissiez faire expérience, éventuellement partager vos informations, donc, on voit aussi qu'il y a des bonnes pratiques mises en place pour Fondation Genesis Empresariale du Guatemala sur les mêmes pratiques essentielles, donc la mise en place de stratégie. Donc, d'abord, Genesis Empresariale, il a un système en place complet de gestion environnementale. Donc, il mesure davantage au niveau d'exposition aux risques environnementaux et sociaux et les événements spécifiques liés au changement climatique de ses clients. Ça, c'est quelque chose d'important. Combien le portefeuille est-il exposé à des possibles risques climatiques? Différencie ses clients aussi en identifiant leurs activités productives et les risques et opportunités associés. Donc, pour voir une segmentation de clients en fonction de qui fait quoi et comment ils se trouvent plus ou moins exposés à certaines menaces. Comme ça, qu'on peut proposer et cibler certains produits et certains services qui sont sur mesure, qui sont adaptés aux besoins des clients. Donc, on a un certain ensemble de clients voilà, qui sont autochtones, 16 000 qui composent aussi des femmes qui déclarent une activité agricole et qui donc sont exclus de la classification des vulnérabilités, pardon, qui donc sont inclus dans la classification des vulnérabilités des fondations généralisées empresariales, voilà, selon laquelle ils ont 24% de ces clients qui présentent des risques faibles face à des événements climatiques, 59% à risque moyen et 17% de risques élevés. Donc, vous voyez une catégorisation des clients dans ces cas-là agricoles sur les risques climatiques qui va permettre donc de définir la stratégie adaptée pour comment intervenir. Il y a un programme de chaîne de valeur, c'est Fondation Générale Empresariale qui vise à financer et à conseiller les petits producteurs agricoles voilà, dans le contexte et dans la prise en compte des risques climatiques pour mettre en œuvre de bonnes pratiques sur les pratiques agricoles et sur la mesure d'adaptation, donc pour solidifier la chaîne de valeur. Il y a aussi un ancrage d'intelligence artificielle qui commence à être mis en place pour améliorer et adapter les conseils nécessaires. Et aussi, il y a un système de gestion qui applique voilà, une approche agroclimatique pour renforcer la résilience. Donc, par exemple, des connaissances des agronomes sont complétées par l'intégration des outils. Voilà, donc, ça, c'est une chose qui est en train de se développer dans ces années-là. Donc, l'ancrage entre la connaissance locale agronomique et des outils qui peut aider davantage de donner des conseils plus ciblés et à un coût plus bas. Donc, vous voyez ici le fonctionnement avec des capteurs satellitaires pour fournir des données sur l'état et les conditions climatiques au temps réel, qui va aider le conseil. Ces formations sont aussi combinées à une formation sur la vulnérabilité des clients, dans un système formation-information, voilà, qui nous permet, voilà, qui permet à les clients une génération de diagnostics personnalisés et complets des décisions qui doit prendre le comité de crédit. Et des informations sont également fournies aux clients. Voilà, donc la partie information aux clients. Donc, ça veut dire l'information qui collecte l'entité n'est pas seulement gardée au sein de l'entité, mais aussi partagée partiellement aux clients pour avoir des alertes, anticiper certaines situations, des risques, comme ça qu'ils puissent réagir et aussi éventuellement prendre accès à certains produits d'assurance alternative pour pouvoir se protéger des risques auxquels ils sont exposés. Donc, avec cela,
Là, simplement, je vous laisse rebondir si vous voulez. On a un petit peu de retard, mais si quelqu'un peut rester quelques minutes plus, on vous partage le lien. Si quelqu'un veut rebondir tout ce qu'on a vu, bah, vous êtes quand même les bienvenus. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu, des choses qui ne sont pas claires, des choses que vous voulez partager et davantage? Alors, soyez pas timide. Si il n'y a pas, c'est là, donc j'invite encore tout le monde éventuellement à ouvrir la caméra. Je vais être un peu, voilà, je vais continuer. Et maintenant, donc, on prend donc avantage le fait qu'on n'a pas seulement, disons, une illustration des bonnes pratiques, on peut aussi regarder en détail le Green 3.0, la dimension 0, et on vous partage maintenant le lien, mais aussi si parmi entre vous, il y a des entités financières, sont microfinancières ou autres qui sont parmi nous, bah, il peut aussi, une fois qu'ils ont compris un peu cette dynamique qu'on a expliquée, remplir la dimension 0 du Greendesk 3.0 pour recevoir davantage, si vous remplissez aussi les autres dans les prochaines sessions, un petit scoring de où vous vous trouvez par rapport à vos stratégies environnementales. Donc, davantage, on invite tout le monde à suivre. Donc, grâce à l'engagement et au support offert pour Edera Sustainable Solutions, donc, entité qui fournit des solutions digitales pour la transition verte en général et notamment sur le secteur eau et énergie propre, efficacité énergétique, mais au-delà de cela, clairement, il fournit des outils numériques très intéressants pour le secteur de la finance inclusive et aussi partenaire le groupe d'action comme fournisseur pour les solutions digitales. Ben, on a digitalisé il y a 2-3 ans le Green Index 3.0. Donc, ensemble, on a conceptualisé comment devait être cet instrument digital et les amis des DERA, ils l'ont digitalisé et maintenant, c'est disponible en ligne. J'invite Johanna, si tu peux partager le lien pour que tout le monde puisse y accéder. C'est ouvert, c'est public et vous pouvez y accéder pour vous former ou faire vos déclarations sans coût. Donc, merci beaucoup et Terra Sustainable Solutions pour cela. Alors, si vous cliquez ici, vous rentrez dans l'indicateur dans le Greenest 3.0 au sens global, ok? Mais, euh, mais, euh, mais, euh, mais en fait, vous pouvez, et qu'est-ce qu'on vous invite de faire maintenant, on prend encore 5 petites minutes, si vous voulez, vous pouvez essayer maintenant qu'on a fait cette petite formation sur la première partie, donc sur le standard 0, et essayer de compléter ou de parcourir. Donc, si vous n'êtes pas une entité financière de microfinance qui n'a pas ces éléments dans la main maintenant, simplement de le parcourir en détail, parce que vous allez voir bah, toutes les possibles options, on espère parcourir certains, sur une bonne mise en œuvre et définition des stratégies vertes au sein de l'entité des finances inclusives. Si en fait vous êtes en institution de prestation de services financiers, une microfinancière, une coopérative, ou d'autres qui fournissent des prêts pour les micro-petites entreprises, bah, on vous invite à ouvrir ce lien que Johanna va vous partager dans la chat. C'est le lien spécifique pour pour l'évaluation sur la stratégie environnementale que vous pouvez remplir et vous pouvez soumettre, comme ça que nous, on va le recevoir. Si vous allez le faire, Nous avons perdu Davide. Oui. Euh, C'est bien que c'est le final c'est le final de la session.
Mhm. Et je pense qu'il ne va retourner pas. Euh, pardon pour mon français qui n'est pas très bon, mais s'il ne retourne pas, c'était le final de la session. Et nous vous envoyons le slides et le vidéo. Et pardon pour le final, mais, mais c'est tout. Ok, merci. Au revoir. Au revoir. Ok, merci, au revoir. OK.